Bonjour, moi, je suis Afat. J'ai prévu cette vidéo et pour apprendre ensemble avec vous l'architecture microservice. Nous allons apprendre ensemble les concepts qui sont autour de cette nouvelle manière de développer des applications au sein d'une entreprise. Nous allons pouvoir voir dans un premier temps un ensemble d'architectures, leurs avantages et leurs inconvénients. Cela nous permettrait d'être dans le vif du sujet. Et après ça, nous allons pouvoir développer un petit projet en se basant sur l'architecture microservice, qui est une nouvelle manière utilisée dans de grandes entreprises pour développer des solutions complexes qui sont exprimées par les utilisateurs. Alors, c'est quoi une architecture microservice? Les microservices désignent à la fois une architecture et une approche de développement logiciel qui consiste à développer des applications en éléments les plus simples, indépendants les uns des autres. Cela consiste réellement à diviser une solution complexe en de petits modules qui peuvent être totalement indépendants et qui vont être développés entièrement indépendants. Chaque module fera l'objet d'une application ou d'un service qui sera déployé et s'exécutera de façon autonome. Il faut faire une petite nuance entre service web et microservices. Les services web permettent de diviser une application complexe en plusieurs modules ou bien en services de manière faiblement couplée afin qu'ils soient indépendants les uns des autres. Faiblement couplés, c'est-à-dire qu'il faut faire de telle sorte que les services ne soient pas liés, de telle sorte lorsqu'il y a une panne, que l'autre ne puisse pas s'exécuter. Même si de manière générale, c'est un peu plus compliqué et c'est un défi à relever en termes de conception. Alors, cela facilite le développement également de l'application. Et alors que les services web fournissent des normes ou des protocoles permettant l'échange d'informations entre divers appareils ou diverses applications. La première architecture que nous allons voir, c'est l'architecture monolithique que nous connaissons tous. C'est par cette architecture que nous commençons nos apprentissages en termes de développement d'applications. Alors, une architecture monolithique est une manière traditionnelle de construire des applications. Pour cette architecture, ou pour l'approche monolithique, une application est construite comme une unité unique, indivisible. Unité unique, ici, nous avons une unité unique dans laquelle nous avons l'interface utilisateur, nous avons la couche métier, nous avons la couche AC. La base de données, tout est indivisible. On ne peut pas sortir l'élément indépendamment qui va fonctionner de façon indépendante. Une telle solution comprend une interface utilisateur côté client, une application côté serveur et une base de données. Elle est unifiée et toutes les fonctions sont gérées et également les services en un seul endroit. Il y a des pour et des contre. Il y a l'avantage, le premier avantage, pardon, c'est la simplicité de développement et le développement d'applications pour des petites équipes
Lorsque vous êtes une petite équipe, cela rend plus simple le développement et plus simple le déploiement. La meilleure performance due à la norme latence du réseau, puisque ici, il n'y a pas de module qui va chercher à communiquer avec l'autre module, ce qui créerait en fait des latences au niveau de la communication. Ça, c'est les avantages, les principaux avantages en ce qui concerne une architecture monolithique. Alors, il y a également des contre ou des inconvénients. L'un des premiers inconvénients, c'est l'adoption d'une nouvelle technologie qui est compliquée. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui évolue déjà avec une technologie. Par exemple, le PHP, il évolue déjà avec une technologie, mais pour des besoins de renforcer son équipe, entreprend le recrutement du personnel développeur. Mais l'entreprise évolue, voilà que les nouveaux recrutés ne maîtrisent pas le PHP, mais ils sont très bien avec Python. Faudrait-il convertir les applications en Python? Non. C'est que l'entreprise, au pire des cas, l'entreprise va débourser de l'argent pour former les nouveaux sur le langage PHP afin qu'ils puissent s'adapter. Là, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que l'entreprise, le fait de débourser de l'argent pour la formation, est en train de perdre en termes d'argent, et le fait qu'il doit attendre la fin de la formation pour ces nouveaux recrues perd également en termes de temps. Et deuxième point, c'est que cela ne favorise pas l'agilité dans le développement. La politique d'agilité n'est pas adaptée au module, à l'architecture monolithique. On note également la difficulté de maintenance du seul code de base. Donc, le code est en un seul, soit mis sur le Git, soit mis dans un dépôt, mais maintenir ce code et parcourir des milliers, des centaines de fichiers pour maintenir ne sera pas une chose totalement aisée. Pas de tolérance aux pannes. Lorsqu'il y a un bug lié à une fonctionnalité, c'est toute l'application qui est en partie et va s'arrêter. Toute modification nécessite le développement d'une nouvelle version de l'application. Il suffirait dans l'application de corriger juste une faute d'orthographe. Vous êtes amené à redéployer toute l'application. Vous êtes amené à faire attendre l'utilisateur afin de déployer l'application. Voilà un peu quelques inconvénients qu'on pourra noter en ce qui concerne l'architecture monolithique. La deuxième architecture dont nous allons voir, c'est l'architecture SOA, l'architecture orientée service, qui est un modèle de conception qui prend des composants logiciels réutilisables grâce à des interfaces de services qui utilisent un langage commun pour communiquer via un réseau.
ce que nous avons placé là, Enterprise Service Bus, qui est un service, qui est un composant service qui va permettre à l'interface utilisateur de pouvoir communiquer avec ces différents services qui sont mis en place à ce niveau. En réalité, ici, nous commençons par mettre notre solution en de petits services qui sont plus ou moins indépendants. L'architecture SOA permet à des composants logiciels déployés et gérés séparément de communiquer et de fonctionner ensemble sous la forme d'applications logicielles communes à des différents systèmes. Donc, ils vont fonctionner ensemble, mais ils vont également communiquer à travers le service bus à ce niveau. Mais ils utilisent derrière une base de données commune. En réalité, ils ne sont pas entièrement indépendants, comme nous le pensons, puisqu'ils utilisent une base de données commune. Quels sont les inconvénients pardon, les avantages par rapport à cette architecture? Il y a une possibilité de réutiliser un des services ou bien un des composants ou l'ensemble de les réutiliser sur d'autres projets. La facilité de maintenance due au fait qu'ici, les services sont pratiquement indépendants les uns des autres. Développement en parallèle, on pourrait mettre dans ce cas de figure ici, on pourrait mettre une équipe sur le service A, une autre sur le service B. Ils pourront développer parallèlement en évoluant. Tolérance au panne. Donc, un bug qui affecte le service A n'empêchera pas le service B de pouvoir s'exécuter. L'architecture SOA a quand même des inconvénients. La lourdeur dans la gestion, un peu plus compliquée à gérer par rapport au bus à mettre en place, par rapport à l'architecture réseau à mettre en place, par rapport au matériel. Le coût d'investissement est élevé. Il faudrait penser aux différents éléments qui vont composer le réseau. Il faudrait penser au matériel également. Surcharge supplémentaire qui sera liée à la communication évidente entre les différents services. L'architecture qui nous concerne, c'est l'architecture microservice. C'est une approche dans laquelle les applications sont décomposées en plusieurs petits services. Chaque service s'exécute dans son propre processus, tel que nous le voyons ici. Donc, un service, et chaque service va s'exécuter dans son propre processus. Les services sont alignés autour du domaine métier. Si je prends l'exemple de mon projet commercial, de gestion d'une entreprise commerciale, j'aurai un service approvisionnement qui se charge de façon indépendante, qui se concentre sur le métier approvisionnement, et l'autre service vente qui se concentre sur le métier vente. Les services communiquent via des API légères, généralement à l'aide des requêtes HTTP. Les services peuvent s'envoyer des messages à l'aide des requêtes HTTP. Les services peuvent être déployés et mis à niveau indépendamment des autres. Indépendamment des autres, ils peuvent être déployés. Ils peuvent être arrêtés. Les services ne dépendent pas d'une base de données unique. Chaque service a sa base de données. En cas d'échec d'un service, les autres peuvent toujours s'exécuter.
pour ou avantage, facilite le développement, les tests, le déploiement. Quand un projet, une application de petite taille, son développement est beaucoup plus facile. Les tests le sont également et le déploiement également. Cette architecture est beaucoup plus adaptée à l'agilité. Il y a également la facilité de la scalabilité horizontale. Alors, la scalabilité horizontale, si je peux essayer de m'expliquer un peu. Lorsque vous prenez une application monolithique par exemple, quand le besoin en termes d'utilisation ou la montée en charge se pose, parfois on est amené à augmenter les ressources de la machine en termes de RAM ou carrément voir, revoir les caractéristiques du serveur. Et ça, augmenter les ressources matérielles entraîne en fait une scalabilité verticale. C'est une scalabilité verticale comme nous sommes en train de faire en ce moment. La scalabilité horizontale nous amène à faire quoi? Lorsqu'il y a besoin, l'augmentation en termes d'utilisation, si le serveur est surchargé par les requêtes, on ne va pas chercher à augmenter plutôt la RAM ou bien à changer le serveur ou bien à augmenter le nombre de serveurs, mais on va plutôt augmenter le nombre d'instances liées à ce service qui est plus sollicité. Donc, on peut avoir une instance 1 du service A, une instance 2 du service A, une instance 3 du service A, une instance 3 et 4 du service A, etc. Et donc, pour le seul service, on aura plusieurs instances qui vont pouvoir s'exécuter de façon indépendante. Évidemment, en utilisant de différents ports de communication. Donc, on fait alors de la scalabilité horizontale. Ça facilite le développement en parallèle. Ici, nous avons aussi le service A, le service B, le service C, le service D. On peut mettre différentes équipes sur chaque service et qui vont pouvoir évoluer de façon parallèle. À supposer que ces 4 services, chacun doit faire un mois. Et si on devait développer à la chaîne, ça veut dire qu'on finit le service A pour passer au service B. Et donc, à la fin, on totalisera une durée de 4 mois. Mais en ce mois où nous avons divisé la solution en 4 services, on peut mettre des équipes sur chaque service. Et ils vont pouvoir le développer de façon parallèle. Et on gagnerait même en temps. Les services peuvent mis à niveau indépendamment les uns des autres. Le service B a un souci, on le met à jour et cela n'affecte pas le service A, ni le service C, ni le service D. Il y a également des inconvénients, mais en réalité beaucoup plus les défis que de convénients. Évidemment, mettre une telle solution en place, c'est un peu plus complexe. La mise en place est plus compliquée. Il y a également le problème de sécurité. Il faut sécuriser l'échange entre les services. Il faut sécuriser l'échange entre l'interface utilisateur et ses services.
Donc, c'est des défis à relever que des inconvénients. Pour notre apprentissage, nous allons pouvoir utiliser Spring Cloud, qui nous offre un certain nombre d'outils pour mettre en place rapidement un certain nombre de modèles qui nous permettra de pouvoir faire la configuration, de pouvoir faire un registre qui permet à chaque service de s'enregistrer, de pouvoir faire un proxy pour la communication. Alors, notre projet que nous allons pouvoir utiliser, c'est la gestion d'une entreprise commerciale où nous avons 3 modules dont nous pensons être indépendants. Il y a le module gestion des approvisionnements, le module gestion des ventes, le module gestion des facturations. Donc, chaque module a été étudié et proposé quelques diagrammes de classe. Pour le module gestion des approvisionnements, voici un peu la classe, le diagramme de classe dont nous allons pouvoir utiliser. Pour le module gestion des ventes, voici le diagramme de classe dont nous allons pouvoir utiliser. Et pour le module facturation, nous allons devoir utiliser ce diagramme de classe. Évidemment, ce n'est pas forcément que ce soit bien fait ou non, mais l'objectif pour nous ici, c'est de nous permettre d'apprendre la mise en place d'une architecture de microservices. C'est le premier objectif. Alors, par rapport à ce projet, nous allons pouvoir adopter cette architecture. Cette architecture qui comprend pratiquement 6 services, plus maintenant l'interface utilisateur. Nous avons, sur les 6 services, nous avons 3 services métiers, c'est-à-dire le service approvisionnement, le service vente et le service facturation. Et chaque service communique avec sa propre base de données de façon indépendante. Et donc, chaque service va se lancer au démarrage et va récupérer sa configuration à travers le service config. Et la communication avec les services, la communication de l'interface utilisateur passe par le gateway que nous allons mettre également en place. Et chacun de ces services va s'enregistrer auprès du registre pour donner une idée de sa vie, de sa survie, etc. Voilà la structure qui va faire l'objet de notre apprentissage qui va se faire au cours de petites vidéos que nous allons pouvoir partager ensemble. Merci pour votre compréhension et on se dit à tout à l'heure pour la suite.